Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on ne va pas simplement analyser une maladie. On va plutôt se lancer dans un voyage pour comprendre ce que sont les états dépressifs. Un voyage qui va de l'ombre vers la lumière, un chemin qui mène à la guérison. C'est un parcours profondément humain, souvent complexe, mais aussi, et c'est essentiel, rempli d'espoir. On commence avec cette citation d'Arnil Loveng, et elle est vraiment percutante. Elle nous plonge direct au cœur du vécu de la maladie. Ce qu'elle nous dit, c'est que ce n'est pas juste une question de tristesse. Non, c'est une perte de soi, une sorte de rupture, où même ses propres mots deviennent étrangers. C'est ce sentiment de désintégration qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, pour bien saisir ce sentiment, il faut repartir du tout début. Notre première étape, c'est de voir comment tout commence en identifiant les signes cliniques qui marquent l'entrée dans un état dépressif. D'un point de vue clinique, tout part de ce qu'on appelle un épisode dépressif caractérisé, l'EDC. Le mot-clé à retenir ici, c'est le changement par rapport au fonctionnement antérieur. Il ne s'agit pas d'un simple coup de blues, non, c'est une vraie rupture notable qui persiste pendant au moins 2 semaines. Et pour poser ce diagnostic, au moins un de ces 2 symptômes principaux doit être présent. Soit une humeur dépressive, ce sentiment de tristesse quasi constant, soit, et ça c'est fondamental, une perte très nette de l'intérêt ou du plaisir pour à peu près tout. C'est ce qu'on appelle l'anédonie. L'anédonie, ce mot un peu technique, qu'est-ce qu'il veut dire dans la vie de tous les jours? Eh bien, ce témoignage le décrit parfaitement. C'est une sorte d'anesthésie des émotions. Imaginez, même quand quelque chose de positif arrive, on ne ressent rien. Juste un grand vide. Et c'est un des aspects les plus déroutants de la maladie. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va un peu plus loin. Il faut savoir que la dépression se présente rarement de manière simple et isolée. Elle a de multiples visages et elle s'accompagne souvent d'autres difficultés. Ça rend le tableau clinique assez complexe. En fait, la dépression n'est pas un bloc monolithique. Les cliniciens utilisent des spécificateurs pour être plus précis. Par exemple, la forme mélancolique est très sévère, avec une perte totale de plaisir. La forme atypique, c'est presque un paradoxe. L'humeur peut s'éclaircir un peu s'il y a un événement positif. Et puis, les formes psychotiques ou anxieuses ajoutent encore d'autres couches de souffrance. Et en parlant d'anxiété, il y a un point crucial à comprendre, le lien très étroit avec la dépression. Regardez ce chiffre, jusqu'à 70% des personnes en dépression souffrent aussi d'un trouble anxieux. C'est un duo qu'on retrouve malheureusement très souvent et qui complique bien sûr le diagnostic et la prise en charge. Alors comment on fait la différence? C'est une très bonne question. Pour simplifier, on pourrait dire que l'anxiété, c'est une peur qui est projetée vers le futur, une inquiétude permanente sur ce qui pourrait arriver. La dépression, elle, est plutôt ancrée dans le présent et le passé. C'est ce sentiment de vide, de perte qui est là, ici et maintenant. Ok, on a pas mal exploré la partie sombre. Maintenant, il est temps de se tourner vers la lumière. Parce que oui, heureusement, il y a des chemins bien balisés pour sortir de la dépression. Alors, quelles sont les grandes approches thérapeutiques qui marchent? En gros, la prise en charge repose sur 2 grands piliers, d'un côté les psychothérapies et de l'autre les médicaments. Et ce que de nombreuses études montrent, c'est que le plus souvent, ce qui donne les meilleurs résultats, c'est de combiner les deux, une approche à la fois personnalisée et globale. Du côté des psychothérapies, il y a plusieurs approches qui ont été validées par la science. Parmi les plus connues, on a la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, qui aide à changer les schémas de pensée négatifs. Il y a aussi la thérapie interpersonnelle, qui se concentre plutôt sur les relations aux autres. Ensuite, il y a les antidépresseurs. On entend souvent parler de la famille des ISRS, comme la fluoxétine par exemple. C'est un outil pharmacologique de premier plan, c'est certain. Ils aident à réguler l'humeur. Mais il faut absolument le rappeler, il n'y a pas de solution miracle. Chaque traitement est unique et doit être parfaitement adapté à la personne. D'accord, mais que se passe-t-il quand ces traitements de première ligne ne fonctionnent pas comme on l'espérait? Pour les dépressions qu'on appelle résistantes, la recherche a, heureusement, ouvert de nouvelles portes. Et ça redonne de l'espoir là où on pensait qu'il n'y en avait plus. Là, on parle de techniques plus spécialisées. Par exemple, la sismothérapie. Loin, très loin de l'image d'Épinal qu'on peut en avoir, ça reste un des traitements les plus efficaces pour les cas très sévères. On a aussi des techniques plus récentes comme la stimulation magnétique transcrânienne ou RTMS qui sont des options validées et de plus en plus utilisées. On arrive à la dernière partie de notre voyage, et c'est peut-être la plus importante. Parce qu'au-delà de traiter les symptômes, la vraie question c'est comment est-ce qu'on se reconstruit? C'est là qu'intervient le concept de rétablissement. Le rétablissement, attention, ce n'est pas juste guérir ou revenir à comme on était avant. C'est un processus bien plus profond, unique à chacun et qui n'est pas une ligne droite. Il y a des hauts, il y a des bas. Le but, c'est de se réapproprier sa vie, de lui redonner un sens et de construire une nouvelle identité qui intègre cette expérience de la maladie. Cette fameuse phrase de Philippe Labro, elle résume parfaitement l'idée. C'est une histoire de résilience. C'est cette capacité à se relever une fois de plus que le nombre de fois où l'on est tombé. C'est ça, l'esprit du rétablissement.
Et le parcours d'Arnhild Leveng dont on parlait au tout début en est l'exemple le plus inspirant. Diagnostiquée schizophrène, elle a passé des années en hospitalisation avant de se rétablir et de devenir elle-même psychologue. Son histoire, c'est la preuve vivante que se reconstruire, c'est possible et que ça peut même mener à une vie incroyablement riche de sens. Qu'est-ce qui est le moteur de tout ce processus? C'est ce que dit cette citation. C'est l'espoir. Cette capacité à croire en un avenir, même quand le présent est tout noir, c'est une force thérapeutique d'une puissance incroyable. On termine avec cette question, pour réfléchir un peu. En voyant tout ce parcours, on se rend compte que sortir de la dépression, ce n'est peut-être pas tant un retour à l'avant qu'une véritable renaissance. La construction d'un soi nouveau, différent, peut-être plus conscient. Une idée à méditer.